Pardon, directeur marketing. Veuillez m'excuser. Pascal Vizier, donc directeur marketing et directeur de la direction donc, commerciale. Là, vous voyez à l'écran notre cher Nicolas Perrin, également de la société Veolia. Et enfin, la société Stéro, représentée par Marc Biboulet, directeur du développement. Merci à vous trois pour votre présence, d'avoir répondu immédiatement présent à notre sollicitation, d'avoir contribué aussi à l'organisation, enfin en tout cas à la création justement de ce webinaire. Également un grand merci à la société ICO, dont vous ne verrez pas forcément les visages des petites mains qui font tout le travail d'organisation, d'inscription et de préparation de ce webinaire. Et enfin, merci à Grégory Mèche, qui est notre vice-président au partenaire et qui sera l'animateur de ce webinaire voilà, tout au long de cette heure et demie. Donc, l'organisation sera très simple. Nous laisserons la parole à nos partenaires et ensuite Grégory fera le lien pour les questions-réponses. Donc, comme vous l'avez compris, le sujet est un sujet éminemment d'actualité, les défis de l'eau pour un avenir plus bleu. L'objectif est vraiment de traiter sur les enjeux de la raréfaction de l'eau et leurs conséquences sociales et humaines, voilà, qui nous touchent également, enfin en tout cas dont le sujet touche évidemment nos collectivités. Grégory, je te laisse la parole. Bien, merci Madame la coprésidente. Bonjour à tous et merci d'avoir accepté d'être les grands témoins finalement de ce sujet éminemment politique. Yasmine vient de le rappeler, éminemment politique dans nos territoires et puis éminemment politique compte tenu des enjeux écologiques qui sont de plus en plus présents dans les débats, dans les territoires et qui sont pour nos élus et les collaborateurs et collaboratrices de cabinets qui sont nos adhérents, des sujets du quotidien. Nous n'avons pas souhaité porter ce webinaire autour de ces questions sous l'angle classique qui notamment a été un des enjeux des dernières élections municipales de 2020 sur gestion publique, gestion privée de l'eau, ces débats étant tranchés sur les territoires, mais bien, et en lien avec les partenaires historiques de notre association, comment les enjeux de cette gestion et de cette distribution se font jour et comment, en termes de prospective pour les enjeux futurs sur le volet écologique, ils sont éventuellement appréhendés. Je ne vais pas représenter les trois intervenants que Yasmine a présentés tout à l'heure, mais ces grands témoins vont à leur manière et selon les trois grands champs de compétences qu'on avait identifiés, nous parler de leur actualité, de leurs innovations, en tout cas de ce que leur groupe porte comme intelligence et comme ingénierie pour appuyer les décisions et les orientations dans les territoires. Le sujet en introduction, c'est précisément d'abord d'identifier ce qu'est la ressource et au-delà de la qualité de l'eau disponible sur un territoire, comment il s'agit de la traiter, sans mauvais jeu de mots, de la préserver, c'est une ressource rare, c'est une évidence, mais il est bon de le rappeler, et qu'est-ce qu'on entend par la préserver, à travers quels aménagements, quels indicateurs, quelle échelle de temps pour obtenir des premiers résultats. Et puis pour aller au plus près de notre métier, à l'intention de nos collègues qui nous écoutent ou qui nous écouteront, puisque vous l'avez identifié tout à l'heure, ce webinaire est enregistré et il sera accessible sur nos plateformes de communication et de diffusion dans quelques heures. Quelles relations peuvent se construire avec nos collectivités pour assurer une continuité entre les solutions développées par vos groupes et la part de ce qui est construit et développé par les élus et par les services dans notre territoire. Je vous propose de rentrer pleinement tout de suite dans le sujet et nous avons proposé dans un premier temps que Marc Biboulet de la société Stéro nous fasse part de son propos sur la question de la pollution de l'eau et des évolutions à conduire, notamment pour les installations existantes. Est-ce que Marc, c'est bien le sens de ce qui avait été programmé?
Exactement, Grégory. Est-ce que… Eh bien, je te laisse la parole. Parfait. Donc, est-ce que d'abord, je suis bien audible par la communauté? Parfait. Alors, pardon, Madame Bras, en fait, nous indique que le son est fluctuant pour elle. Est-ce que d'autres personnes ont un problème de son ou pas du tout? Oui, il est vrai que c'était un son fluctuant précédemment. Oui. Alors, peut-être le micro, espérons que ce soit uniquement le micro de Grégory. D'autres personnes? C'est le micro de Grégory, hein, je pense. D'accord. Je vais essayer de trouver une autre solution dans quelques minutes. Toutes les autres Voilà. conversations sont claires et Grégory, sur la fin, effectivement, vous étiez moins audible. Parfait. Ce que je propose à l'ensemble des intervenants, c'est peut-être de mettre le volume un peu plus élevé, voilà, pour, au niveau de leur micro. Merci infiniment et pardon pour cette interruption. Oui, merci. Donc, je vais reprendre la main. Donc, je suis Marc Biboulet, je fais partie du groupe SOR et je travaille pour la filiale de Stéro qui conçoit et construit des stations de traitement d'eau, que ce soit d'eau potable ou d'eau usée. L'objet de la présentation aujourd'hui, c'est de faire un petit état des lieux sur, je dirais, le parc français en termes d'équipement de stations d'épuration. Il faut savoir que dans les années 2000, l'Europe a mis en place donc, une directive cadre européenne pour faire en sorte que toutes les stations de plus de 10 000 habitants soient équipées d'un équipement, soit équipées d'un traitement des eaux, mais sur des paramètres qui sont l'azote, le carbone et le phosphore. Aujourd'hui, on va dire 12 ans plus tard, on n'est pas loin de l'asymptote, on n'est pas loin de la totalité des collectivités françaises, dont les vôtres, qui sont équipées d'usines de traitement des eaux usées. Et mon propos, c'est de regarder maintenant qu'est-ce qui peut ou qu'est-ce qui va se présenter à nous dans les prochaines années en termes de traitement des eaux usées sur les collectivités qui rejettent dans les milieux récepteurs. Les milieux récepteurs qui sont principalement nos rivières, mais aussi nos mers et notre océan, mais quelquefois aussi des lacs. Donc la pollution qui est générée par les activités humaines se synthétise finalement sur 3 paramètres, l'azote, le carbone et le phosphore, mais on se rend compte qu'il y a peut-être d'autres choses qui se cachent derrière, et notamment ce qu'on appelle les micropolluants. Alors, Yasmine, j'ai une présentation, je ne sais pas si c'est moi qui la passe ou si c'est quelqu'un d'autre. Vous avez la main, donc si vous arrivez à la partager, en principe, elle sera accessible pour tout le monde. Donc, je vais essayer. Parfait. Enfin, là, elle est… Parfait. Voilà, si vous pouvez juste zoomer sur, voilà, sur le PowerPoint afin de ne pas avoir la barre d'outils. Voilà. Peut-être mettre voilà, en écran. Parfait. Merci. Donc, en termes de pollution, je reprends, on a ce qu'on appelle les macropolluants, qui sont les plastiques, tous les déchets qu'on peut voir à l'œil nu, et il y a ensuite tous les micropolluants qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais qui sont sous la forme de molécules, qu'on appelle les détergents, mais aussi les insecticides, les médicaments. Tout cet ensemble-là de pollution diffuse s'appelle les micropolluants, qu'on retrouve dans les eaux usées en quantité, puisqu'elles sont générées par les activités humaines, qu'elles soient les activités humaines urbaines ou industrielles. Donc, une définition. On appelle un polluant, c'est forcément généré par une activité humaine et que l'on retrouve à plus ou moins forte dose dans les milieux aquatiques une fois qu'elles ont été collectées par les réseaux de collecte d'eau usée et ensuite acheminées vers une station d'épuration, puis rejetées dans le milieu naturel. Ces polluants peuvent avoir des effets toxiques sur les écosystèmes, quels qu'ils soient.
juste, je vais donner quelques chiffres ou quelques points de repère. Si on prend l'agglomération parisienne, c'est un peu plus de 26 tonnes par an de médicaments qui sont rejetés dans le milieu naturel, qui est principalement la Seine. Alors, ils sont collectés. Malheureusement, la station d'épuration qui est censée traiter ces eaux usées ne les retient pas. Donc, soit ces médicaments passent au travers des filières de traitement parce que ces filières de traitement ne sont pas équipées pour les retenir. On les retrouve soit dans l'eau traitée, qui va rejoindre le milieu naturel qui est la Seine, soit on les retrouve dans les boues. Mais dans tous les cas, on les retrouve dans le milieu naturel. Un autre exemple qui est assez frappant, c'est le diclofénac, qui est un anti-inflammatoire bien connu, utilisé, qui est maintenant interdit dans la plupart des pays européens, mais qui, dans les années 90, était très utilisé en Inde et qui a causé la quasi-extinction des vautours, simplement parce que dans le cycle d'alimentation des vautours, il y avait les vaches, les carcasses de vaches, et donc ces vautours ont manqué de disparaître simplement par la présence de cette molécule dans les milieux naturels. Alors, quelles sont leurs origines de ces micropolluants? Donc, j'ai parlé des médicaments donc, qui sont issus de l'industrie et des activités humaines, mais aussi on a les produits phytosanitaires qui sont principalement utilisés en agriculture. On a aussi les composés organiques volatiles qui sont utilisés en solvant notamment. On a aussi tous les tensioactifs qui sont issus donc, de ce qu'on utilise dans les produits ménagers et les activités de nettoyage du linge. Et ensuite, les paramètres organoleptiques. Mais aussi, on a les plastifiants. Enfin, tout ceci représente l'ensemble d'une famille de polluants qu'on appelle donc les micropolluants. C'est juste pour donner le repère. Alors, comment ils circulent ces micropolluants dans l'environnement? Vous avez au centre de cette image les principales activités qui génèrent ces micropolluants. Donc, les activités qui nous concernent, donc des activités humaines qui sont issues donc des agglomérations, vont générer cette pollution domestique qu'on va retrouver dans les stations d'épuration. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la station d'épuration ne va pas retenir ces micropolluants et on le retrouvera dans les milieux récepteurs qui sont essentiellement les eaux de surface ou les aquifères. Mais aussi, on a des émissions qui sont directes par l'air et également en agriculture, en industrie et dans les centrales thermiques, on contamine l'air. Les activités industrielles sont, elles, aussi réglementées. Leurs effluents rejoignent les stations d'épuration, mais les micropolluants continuent de traverser ces stations d'épuration, on les retrouve dans l'environnement. Mais, Monsieur Bibou, nous sommes toujours sur la même diapo. Vous avez bougé ou? Ah oui, 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 je bouge. Ben, je vois toujours la même. Vous ou tout le monde? C'est toujours la même. Hein. On est toujours en page 3. Ouais, ouais. Vous êtes toujours en page 3? Ouais. Oui. Souvent, Marc, il faut sortir du plein écran. C'est ça qui bloque les slides de temps en temps. Ça m'arrive régulièrement en ce moment sur Zoom. Je suis sorti du plein écran. Ouais. Ah. C'est peut-être le temps que Ouais, ça… on est en page 5, là, Marc. Oui, donc il y a quand même un décalage entre les pages que je passe et puis ce que vous voyez. Ok, très bien. Effectivement, donc je vais attendre que la page 6 apparaisse de votre côté. La page 6, donc c'est un état des lieux en France.
On va voir une petite carte française avec des petits points bleus où tout va bien et des petits points mauves où on a plutôt une dégradation des milieux. Et donc, sur cette carte française, si on la ramène à un pourcentage, on voit qu'un peu plus de 40% des milieux récepteurs, donc principalement nos rivières, ont eu au moins un dépassement constaté sur des micropolluants. Est-ce que la diapo 6 est apparue sur les écrans? Toujours pas. Je vais vous enlever votre écran partagé et après vous le remettez quand vous êtes sur la page 6 peut-être. Je ne bouge plus de la page 6. De la page 6 là. Voilà. Toujours pas? C'est en train de repartager ton écran. Ouais. Je vous laisse remettre le partage d'écran. Normalement, ça devrait fonctionner. Là, j'ai relancé un partage, mais je ne sais pas si ça prend. Bon. Oui, non. Non. Ce que je vous propose, Marc, c'est peut-être de continuer tout de même pour essayer d'avancer sur le webinaire. Oui. Je vais refaire une tentative. Parce que ça a quand même marché tout à l'heure. Donc, c'est peut-être le temps que ça stabilise et que ça arrive sur l'ordinateur, les ordinateurs de chacun. Bon, donc je vais continuer je dirais, a cappella. Merci, Marc. Oui, l'état des lieux, bien sûr, pas de souci, Yasmine, merci. L'état des lieux en France fait que donc on a constaté qu'au moins les écosystèmes étaient contaminés à hauteur de 40% sur l'année 2021. Donc, du coup, on se tourne vers les autres pays pour savoir qu'est-ce qui est fait. On a l'exemple suisse qui est très, très proactif en termes d'élimination des micropolluants en sortie de stations d'épuration avant rejet dans le milieu naturel et qui ont une réglementation qu'ils appliquent dès maintenant en fonction de la capacité. Ils ont actuellement une trentaine de stations d'épuration qui sont équipées et le but à terme, c'est que toute la station d'épuration de plus de 8000 équivalents habitants soit équipée d'un traitement spécifique des micropolluants en sortie de station d'épuration avant rejet dans le milieu naturel. Donc, la Suisse ne faisant pas partie de l'Europe, de ce point de vue-là,
Et peut-être un exemple, mais en tout cas, il n'y a pas de cadre réglementaire qui va en découler. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 2016, vos experts dans vos collectivités le savent, on a juste l'obligation de surveiller ce qui rentre et ce qui sort dans une station d'épuration en termes de micropolluants. Donc, on est juste aujourd'hui dans un cadre où on mesure au niveau national les micropolluants. Donc, il y a tout un tas qui sont identifiés, ça fait partie d'une norme, et on doit simplement aujourd'hui mesurer. Avec un objectif général, qui est juste un objectif général pour l'instant, de réduction des émissions, de ces émissions-là, et de leur présence dans le milieu naturel. Je suppose que vous ne voyez toujours pas l'écran. Malheureusement pas, Marc. Je pense qu'il faut malheureusement que vous arriviez à continuer sans l'écran. Je suis navrée. Voilà, donc il n'y a pas de souci, je vais y arriver. C'est pas évident, mais je vais y arriver. Donc, les méthodes pour traiter ces micropolluants ne sont pas nombreuses. La principale, c'est l'adsorption par charbon actif. C'est une étape de traitement qu'on vient mettre à la sortie des stations d'épuration et qui utilise donc du charbon actif, soit en grains, soit en micro-grains, soit en poudre. Et ce charbon actif a la propriété de venir absorber les molécules qu'on souhaite retirer de l'eau avant de les retrouver, de les rejeter dans le milieu naturel. Le procédé que SOR a développé pour ça et qui marche très bien en Suisse, puisque là-bas la réglementation l'impose, s'appelle le procédé CarboPlus. Donc, il utilise soit du charbon actif en poudre, soit du charbon actif en grain. Ce procédé a été développé dans les années 90 et aujourd'hui à maturité, puisqu'il a plus de 10-12 ans de retour d'expérience. Et donc, comme vous ne voyez pas la place sur une filière de traitement, c'est bien à la sortie des stations d'épuration qu'on peut venir mettre ce dispositif de traitement qu'on appelle un réacteur à charbon actif et qui fonctionne donc par adsorption. Le charbon actif qu'on utilise pour absorber les micropolluants, au bout d'un certain temps, se trouve complètement saturé, donc on va le renouveler. Et aujourd'hui, il y a des filières qui permettent de réactiver ce charbon, donc d'avoir un cercle vertueux où le charbon qu'on utilise pour capter les micropolluants est ensuite complètement régénéré et revient ensuite dans son cycle de traitement sur les stations d'épuration. Voilà, donc j'avais de très belles images de Genève avec une des réalisations de la station d'épuration de Genève qui rejette à la frontière entre la Suisse et la France d'ailleurs. Cette station d'épuration est vraiment accolée à la frontière franco-suisse et qui rejette dans la rivière l'Arve, qui descend de Chamonix pour ceux qui connaissent. Et donc cette usine traite les micropolluants générés par son réseau de collecte de Genève. Alors Marc, juste pour votre petite information, le pays Gex où je me situe, donc à la frontière de Genève, nous sommes sur une spécificité, vous parliez de la Suisse et de Genève, nous l'eau, nous l'achetons malheureusement à la Suisse, et je dis bien malheureusement, puisque nous sommes du coup soumis à la Suisse. Donc nous bénéficions certes des innovations, mais nous restons soumis. Voilà, je ferme la parenthèse mais pour dire qu'il y a quand même des exceptions un peu particulières en France liées, enfin qui sont voilà, qui existent pour des raisons historiques, mais qui existent tout de même. Oui, voilà. Merci de l'avoir précisé. Là, c'est dans l'autre sens, puisque c'est les rivières ou le fleuve Rhône qui quitte la Suisse pour rejoindre la France. Donc, il faut quand même savoir que au moins la ville de Genève fait ce qu'il faut pour dépolluer au maximum ses eaux, et notamment en termes de micropolluants. En France, ce procédé-là, il y a une trentaine de références, alors principalement sur le potable, mais également maintenant sur les eaux résiduaires urbaines, donc
en aval des stations d'épuration avant le rejet dans le milieu naturel, notamment en Bretagne du côté de Queyran, à Grimaud aussi, en région PACA, et ensuite en Île-de-France sur la station d'épuration de Haut-Rouy. Donc tout ça pour dire que, et en conclusion, que l'avenir sera de traiter les macropolluants qui sont des déchets plastiques qui sont issus essentiellement du lessivage des voiries, donc les eaux pluviales, qui génèrent pas mal de macropolluants qu'on retrouve dans les milieux naturels et qu'il va falloir capter. Et pour aller plus loin et donc limiter l'impact de nos activités sur les milieux naturels, ça va être donc de traiter l'infiniment petit, c'est les molécules issues de nos activités domestiques et humaines dans nos villes, donc par la mise en place de ce procédé d'absorption sur charbon actif des micropolluants. Je vous remercie de votre attention. Je suis sincèrement désolé pour le support qui était vraiment super, mais je pense que vous pourrez, il sera mis en ligne. Je vous en prie, Marc. Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est que dans tous les cas, la société ICO récupérera votre support. Et comme nous le faisons pour ce webinaire qui sera dans quelques heures mis en ligne sur le site internet de l'association DIRCAB et sur nos réseaux sociaux, nous le mettrons aussi à disposition de l'ensemble de nos adhérents. Voilà, comme les autres PowerPoint si nos partenaires le souhaitent. Grégory, je te laisse donner la parole à notre deuxième partenaire. Ce sont évidemment, comme nous disons, les aléas du direct. Je m'excuse parce que j'ai également une extrême urgence professionnelle, mais je fais le lien évidemment, et merci Marc de cette présentation. Et comme Yasmine l'a dit, les supports seront compilés pour les conclusions de ce webinaire. En tout cas, merci de cette première présentation sur le sujet. En prolongeant, passer la parole à Pascal, qui a déjà pris la main. Pascal Vizier, donc directeur marketing Suez Eau France, un des partenaires historiques de notre association, pleinement engagé dans le partenariat depuis des années. Donc, en prolongement de ce que Marc Viboulet nous a dit sur cette question de la gestion des eaux, un focus plus particulier sur cette question des boues. Alors, on sait, moins en Île-de-France encore que dans la lointaine banlieue, que ce soit péjoratif, on sait qu'on a ces questions-là. Mais en tout cas, le cadre réglementaire, les utilisations très, très, très précises de ces traitements de boue. Je vous laisse la parole, Pascal. Merci Grégory. Tout le monde m'entend bien? Parfaitement. Merci. Bon, parfait. Il y a un petit peu de bruit autour de moi, mais je me suis isolé. Donc oui, comme l'a dit Marc tout à l'heure, qui dit station d'épuration dit boue. Et quand on regarde au prisme du sujet des micropolluants, effectivement, la possibilité de retrouver à l'intérieur de ces boues un certain nombre de micropolluants, ce qui pose une question immédiate, qui est que ces boues aujourd'hui en France reviennent à 75% à peu près au sol, soit en épandage direct, soit après avoir subi un traitement préalable type compostage ou séchage, mais retenons ce chiffre, les 3/4 des volumes de boue produites vont au sol. Alors évidemment, ce retour au sol, ce n'est pas juste pour s'en débarrasser, puisqu'il y a un vrai bénéfice sur la rhéologie, sur l'apport de matières fertilisantes. Néanmoins, ce retour au sol pose question. Alors, très récemment, de manière très immédiate et brutale, on en a subi les conséquences tous, collectivités et opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, avec les arrêtés Covid qui ont mis un champ de contrainte particulier sur ce retour au sol des boues et pour certains volumes non négligeables pendant plusieurs mois. Et cet arrêté Covid, retenons-le, est toujours en vigueur aujourd'hui.
ne permet pas le retour au sol, sauf à avoir un traitement préalable particulier. Et indépendamment de cet impact Covid, il y a aussi en préparation un projet de loi, comment dire, socle commun, en vue de fixer un cadre de retour au sol des matières fertilisantes. Qui dit matières fertilisantes, c'est un monde assez vaste, mais à l'intérieur de ce monde assez vaste des matières fertilisantes, il y a le sujet des boues. Et dans le projet de loi qui est en cours, ou avec les arrêtés, décrets qui vont avec, ou décrets arrêtés, pardon, dans ce sens-là, il y a un certain nombre de questions qui restent ouvertes, mais ce projet de loi, il a, comment dire, ce décret, et il a été posé avec un texte qui est sorti, projet de texte qui est sorti en octobre, qui a fait l'objet d'une consultation de parties prenantes. Donc, on en connaît aujourd'hui un certain nombre d'éléments, ils ne sont pas arrêtés, mais un certain nombre de ces éléments qui sont à l'intérieur de ce décret sont de nature à impacter significativement ce qui est le retour au sol, en lien avec la fixation d'un certain nombre de seuils sur un certain nombre de paramètres, avec l'apparition également de nouveaux paramètres qui jusqu'ici n'étaient pas mesurés. Donc tous ces éléments-là vont impacter et doivent aujourd'hui être intégrés dans les réflexions de toutes les collectivités afin de faire d'abord, dans un premier temps, faire un diagnostic de la situation au regard de ces paramètres qui se profilent, soit nouveaux, soit de plus en plus contraints pour certains d'entre eux, et projeter une stratégie de la collectivité à un horizon de plusieurs années, puisque ce décret, aujourd'hui, il se dessine avec des marches d'escalier, avec une échéance en 2023, une échéance en 2025, puis une échéance en 2027. Et au fur et à mesure que le temps passe, certains seuils qui baissent de plus en plus, notamment les seuils sur les éléments traces métalliques. On parle du cuivre, du zinc, du cadmium, qui, les seuils devenant de plus en plus bas, rendent potentiellement impropre au retour au sol de plus en plus de volume de boue. Et puis l'apparition de nouveaux paramètres qui jusqu'ici n'étaient pas mesurés. Alors, je rencontre comme Marc des difficultés à passer les slides qui ne passent pas. Hein. C'est pour ça qu'on reste sur la... Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai les mêmes difficultés. Est-ce que vous voulez déconnecter votre partage? Comme j'ai votre document, Pascal, je vais essayer de prendre la main pour un partage. OK. Si je peux permettre juste une remarque, en fait, il faut sortir du mode plein écran pour pouvoir partager le document. En fait, il faut faire comme ça. Peut-être que là, si je mets là... Bon. Donc, voilà. Vous avez à l'écran toutes les évolutions réglementaires qui ont déjà eu lieu sur les boues, hein, parce que c'est un monde, vous l'avez en tête, mais il y a beaucoup de lois qui sont sorties, Egalim, le pacte de confiance qui est encore autre chose, la loi AGEC, sur le gaspillage. Toutes ces lois qui traitent de sujets extrêmement vastes ont eu aussi des impacts sur le petit monde plus restreint du sujet des boues. Et puis, vous avez ici l'ordonnance qui est sortie en juillet 2020 qui dit on va sortir un décret sur le sujet des matières fertilisantes. Et puis,
on l'a aussi en tête, hein, l'arrêté boue-mélange qui rend le mélange boue avec d'autres types de déchets de plus en plus contraignants. Et désormais, on est dans le monde, on est dans la sortie, l'attente de la sortie et d'officialisation de ce texte. Un petit mot quand même sur sa construction. Vous avez ici, dans ce projet de texte, la création finalement la formalisation de trois familles de matières fertilisantes. Celle de gauche, elle ne pose pas de problème puisque là, on est sur des matières qui sortent du statut de déchets et donc le texte en question n'adresse pas spécialement ou spécifiquement ces déchets puisque les matières fertilisantes adresse par contre la case du milieu, la case orange, pour les sous-produits qui ont encore le statut de déchet. Et là, il y a deux sous-familles. Il y a la famille des produits normés. On pense principalement au compost, avec une norme que vous connaissez peut-être, 44095. Et puis, les matières fertilisantes qui ne sont pas normées et qui rentrent à ce moment-là dans la case plan d'épandage. Et c'est cette famille-là qui constitue quand même énormément un volume très important et une proportion dans les 75% de retour au sol dont je parlais. Il y a une grande majorité qui ne sont pas normées et qui rentrent dans cette famille plan d'épandage. Et c'est cette famille-là qui est visée à travers le décret socle commun qui à la fois va encadrer et donner de la sécurité, de la fiabilité, de la confiance aux produits et en même temps, pour donner cette confiance, on a tous en tête qu'on va mesurer de plus en plus de choses et suivre de plus en plus de choses et pour certains paramètres, abaisser dans le temps les seuils. Et donc, on comprend bien que la combinaison des deux va rendre le retour au sol de plus en plus, encadré et potentiellement de plus en plus difficile. Donc, il y a des critères d'innocuité dans ce décret sur les éléments traces mécaniques, sur les composés traces organiques, sur certains pathogènes. Et puis, c'est ce que j'indiquais, des choses qu'on ne suit pas jusqu'ici sur des tests sentinelles ou écotoxicologiques, alors dont il faut encore déterminer les protocoles et bien sûr, on en connaît encore moins les seuils. Il y a aussi pour tous les bouts qui sont soumis à plan d'épandage des critères autour de l'efficacité agronomique. Les choses ne sont pas encore complètement figées. Plus, et ça on avait déjà dans les plans d'épandage des sujets de flux. Et in fine, vous avez ici, sur la base de ce décret, socle commun matière fertilisante, d'octobre 2021 qui a été mis à disposition et qui est aujourd'hui en cours de consultation au sein des diverses parties prenantes. Vous avez, alors je me suis trompé tout à l'heure, j'ai parlé de 2025, pardonnez-moi, c'est 2024. Vous avez ici les trois moments entre aujourd'hui et 2027, donc le principe d'une mise en application progressive. Et puis vous avez ici sur la droite, donc, tout de suite, 2023, on est d'accord, c'est demain matin, on va commencer par rendre obligatoire le suivi de certains contaminants qu'on ne mesurait pas ou de manière incomplète jusqu'ici. Ces analyses obligatoires vont nous permettre d'avoir un historique sur un certain nombre de choses qui vont permettre ici, de définir petit à petit sur certains nouveaux paramètres avec ce suivi, que ce soit sur les tests écotoxicologiques ou certains nouveaux contaminants, vont permettre d'avoir une base de données pour fixer des seuils qui soient à la fois potentiellement plus contraignants et en même temps pas inatteignables ou pas ayant des conséquences extrêmement difficiles à supporter. Donc, il y a toute cette partie-là. Et puis, sur des choses plus conventionnelles et classiques, il y a un débat assez important, et je le mentionne en particulier celui-là, sur le sujet du cadmium. Dans la norme, aujourd'hui, le seuil est à 10, est à 10 ppm et qui va baisser à 5 en 2023. En tout cas, c'est la proposition qui est
inscrite aujourd'hui dans le projet de décret, mais qui, en 2027, pourrait passer soit à 2, soit à 1. Alors, ça peut paraître dérisoire, 2 ou 1. En réalité, entre les deux, il y a à 2, on va dire qu'on va toucher 10 ou 15% du volume de boue, à 1. Si le seuil est amené à 1 en 2027, on va plutôt toucher 30 ou 40% du volume de boue produite en France qui retourne au sol, qui ne pourrait plus y retourner, sauf à avoir un traitement en amont qui enlèverait cet élément trace métallique, ou alors envisager la suppression du retour au sol. Donc, 2, c'est le cadre, c'est l'Europe qui a fixé ce cadre-là, mais dans le cadre d'une directive, on le sait tous, une directive, c'est un seuil minimum quand on fait la traduction en droit du pays. Maintenant, chaque pays a la possibilité de rendre la contrainte plus forte. Et aujourd'hui, la position de l'ANSES sur ce sujet du cadmium est plutôt autour de 1. Donc, le débat n'est pas clos, mais ce point-là a son importance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que je disais en introduction, l'importance de faire ce diagnostic, y a-t-il ou pas, en particulier sur ce point particulier du cadmium, y a-t-il ou pas cet élément trace dans les boues que ma collectivité, mon territoire produit? Et il y a donc, en fonction de ça, il y a un certain nombre de réflexions qui peuvent démarrer de façon à se projeter sur la stratégie à mettre en œuvre à l'échelle de la collectivité. Ce qui est intéressant, malgré tout, dans ce décret, c'est sa progressivité, donc la possibilité le temps d'avoir disposé du temps devant soi pour faire des choix. Un mot sur l'actualité du moment. Vous avez ici un petit peu de passé et on en est où, hein? Donc, la validation du texte définitif aujourd'hui, elle est programmée pour fin 2022. Je vais prendre une certaine précaution sur cette date-là, puisque le décret socle aurait dû sortir il y a déjà 1 an. Et in fine, compte tenu d'un certain nombre d'objections qui ont pu être faites sur ce projet de décret, il y a eu ce tour complémentaire durant l'année 2021. Une consultation publique est prévue au 2e trimestre 2022. Et donc, l'entrée en vigueur programmée en principe 1er janvier 2023 avec la définition de cette première étape qui va d'abord baisser quelques seuils, mais sans impact forcément notable à court terme sur le sujet retour au sol, et l'introduction de nouveaux paramètres à suivre qui à un moment donné, vont aussi faire l'objet d'un cadrage réglementaire. Et puis, les deux notions qui sont plus nouvelles ou plus difficiles à qualifier, qui sont les critères agronomiques et les critères écotoxicologiques, avec des groupes de travail qui doivent être constitués et qui, à ma connaissance, à date, ne le sont pas encore. Et puis, je terminerai, pas pour conclure sur le sujet, parce que c'est un sujet plutôt que je partage avec vous pour poser un peu les problématiques et les réflexions à mener dans les prochaines années, mais simplement indiquer que, en fonction de ce diagnostic, la question qui va se poser à chaque fois, c'est quelle solution pour quels objectifs. Donc, il va y avoir tout un cheminement à mener autour de la thématique de l'hygiénisation. Pourquoi pas aussi sur l'idée de faire une réduction ou de réduire les quantités. Donc, pour en réduire les quantités sur les boues, soit on enlève l'eau, mais les volumes restent quand même importants, puisque quand on fait une déshydratation des boues, on enlève 20, 30, si on va plus loin, on peut aller jusqu'à 60% d'eau en moins. L'intérêt de ces solutions qui visent simplement à enlever de l'eau, c'est que
on a comment dire, un impact qui peut être différent sur la manière dont on concentre éventuellement les polluants contenus dans les boues. Donc, comment dire, notamment quand on fait de la méthanisation, on commence d'abord au départ par diminuer la quantité dans des boues, il y a de l'eau, il y a des matières dites sèches qui sont de nature différente. Certaines sont biodégradables, d'autres pas du tout. Donc, quand on méthanise, on arrive à attaquer et à réduire la quantité de matières sèches biodégradables. Mais bien évidemment, comme les concentrations sont mesurées dans ces matières, les concentrations en polluants sont mesurées dans ces matières sèches, on peut avoir des phénomènes de concentration. Donc, il va y avoir, les éléments que vous avez sous les yeux, ce n'est pas la réponse, c'est plutôt les questions qu'il faut se poser. En commençant d'abord comme point de départ, en commençant par le diagnostic du territoire. Et notamment, beaucoup de territoires sont équipés ou organisés avec un nombre assez important de petites usines de traitement qui génèrent à elles seules certes des petits volumes, mais qui sont, comment dire, nombreux en site. Et si la problématique des boues, la problématique de retour au sol de ces boues devient non fiable ou fragilisée, le fait d'avoir 30 sites de production de boue peut être considéré comme compliqué à gérer si celles-ci ne peuvent pas retourner au sol. Donc, beaucoup de réflexions de fond à mener en lien avec le cadrage réglementaire qui va être donné d'ici la fin de l'année 2022. Voilà. Très bien, merci. Merci Pascal. Vous l'avez dit à la fin de votre propos, on voit bien, c'est pas toujours la question de la solution, c'est la question de quelle question on doit se poser pour la bonne gestion dans nos territoires et des différentes évolutions techniques. C'est les questions auxquelles on essaie à tout le moins de répondre depuis tout à l'heure. Et moi, ça fait quelques mois que je suis sorti de ces sujets-là, mais je vois bien la très grande complexité pour nos exécutifs locaux de se poser justement les bonnes questions. Et donc, en prolongement, je vais passer la parole à Marie-Christine Huot, qui est donc la directrice du grand cycle de l'eau à Veolia, et qui va plutôt nous parler précisément de cette question de la ressource en eau, de sa qualité et de son impact sur le climat et l'aménagement. Mais je pense qu'en introduction, si vous le voulez bien, nous rappeler ce que c'est le cycle de l'eau. On en a eu deux exemples ce matin, mais de repenser le cycle de l'eau dans ce chemin le plus complet, si ce n'est le plus exhaustif. Je vous laisse la parole. Merci Grégory. Alors, j'avais anticipé des éventuels… Marie-Christine, est-ce que vous pourriez vous rapprocher de votre micro, s'il vous plaît? Est-ce que là, ça va mieux? Est-ce que là, ça va mieux? Oui. Nicolas, est-ce que tu pourrais juste monter un peu le volume? Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Pour moi, c'est mieux. Je ne sais pas pour les participants. Je ne sais pas si on a un problème de notre côté sur les volumes. Ça va, là? Parfait pour moi. C'est mieux, mais ce n'est pas terrible. Hein. Alors, on va essayer de retirer… Attendez, ici. 2 secondes. Et si je parle comme ça, est-ce que c'est mieux? Là, c'est parfait. Merci. Parfait. D'accord. Donc, c'est moi qui vous entends moins, mais ce n'est pas grave. Donc, je disais d'abord merci à vous pour cette organisation. J'ai pris le parti de ne pas faire de PowerPoint parce que justement, j'avais toujours peur d'un petit dérèglement technique. Donc, et puis, je voulais être moins technique et plus en ouverture et en dialogue avec vous sur les questions de la ressource. Alors, je fais un double merci. C'est aussi dans l'ordre des présentations, parce que ça ouvre le sujet plus facile sur reprendre finalement conscience de ce qu'est le cycle naturel de l'eau,
Vous avez vu que finalement, on a parlé des nouveaux enjeux de traitement de l'assainissement. Par corrélation, eh bien, on sépare l'eau et de la matière qui est de la boue. Et donc, deuxième présentation de Pascal était centrée sur les questions de boue. Et donc, moi, je vais remonter encore le fil. Et tout ça, ça part bien d'une matière première, c'est la ressource. Et en France, nous avons quand même la chance d'avoir une ressource en quantité et en plutôt bonne qualité, malgré tout ce qu'on dit, de par justement toutes les normes qui sont en place, les organisations qui sont en place, et notamment à travers l'organisation mise en place dès les années 65 avec le modèle des agences de l'eau qui a fait école dans le monde et qui fait que en France, nous sommes globalement plutôt très chanceux sur la question relative au défi de l'eau. Alors, je voulais juste faire un petit couplet de merci aussi à Grégory et à Yasmine sur la présentation que vous avez pu faire en ce qui me concerne. Effectivement, j'ai un démarrage avec le commandant Cousteau sur la planète bleue, qui est quand même dans notre titre, hein, pour un monde plus bleu. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir une culture double, publique et privée, et surtout d'avoir découvert il y a plus de 35 ans le monde beau, B-E-A-U, en termes de l'eau beau. Et donc, quand on est baigné de cette façon-là, au sens propre et figuré, quand après on a la chance de travailler pour les collectivités et les opérateurs d'eau, on a envie de bousculer les choses et de dire oui, c'est possible de préserver les milieux naturels et les ressources en eau sur cette planète bleue et aussi en France où nous sommes, je le répète, très chanceux. Donc, je voulais faire un petit focus pour ouvrir après nos échanges à travers la ressource et par rapport à tout ce qui vient d'être dit. C'est que finalement, la qualité sur la ressource, vous l'avez bien senti, eh bien, elle est très vulnérable, elle est soumise à différentes vulnérabilités. La première d'entre elles, c'est l'entropie de l'homme et nos activités. Donc, ça a été très bien rappelé à travers les traitements de l'assainissement, puisque c'est par là qu'on se rend compte de ce que l'on envoie finalement au milieu naturel à travers les traitements qui aujourd'hui sont excellents dans ce qu'ils ont été décidés de faire, mais qui ont atteint leurs limites face aux nouveaux enjeux et aux nouveaux polluants qui sont devant nous. Le deuxième élément qui me semble très important à avoir en tête, et vraiment je m'adresse à vous dans ce sens-là, c'est pourquoi parle-t-on aujourd'hui plus qu'hier de protection et de préservation de la pratique qui est arrivée. La France, cette climatologie tempérée de la France, en disant ça, mais il est important de prendre conscience, et qu'un coup il fait trop chaud, un coup il y a à quitter la saisonnalité habituelle autour des économies de territoire, depuis l'agriculture jusqu'à et nos propres vies au sein des villes et des campagnes. Et donc, ça veut dire que la ressource aujourd'hui qui met en évidence, quand il y a une sécheresse prolongée, eh bien, il y a des concentrations de polluants. Tout ce qui vous a été décrit avant, eh bien, finalement, on va les retrouver puisqu'on est bien dans le cycle de l'eau. C'est-à-dire que la Terre est ainsi faite que le cycle de l'eau, on va retrouver dans les rivières ce qui a été renvoyé. On va retrouver par infiltration dans les nappes souterraines, eh bien, de façon plus stable et moins dégradée, une qualité d'eau. Mais vous voyez bien que on est dans un monde plus cyclique et on reprend conscience de l'effet du cycle. Donc, sous l'effet climatique, où on a trop d'eau en trop peu de temps et ça va d'un seul coup lessiver les sols très rapidement, et ne pas laisser le temps à la réinfiltration et à la fonction de la nature et notamment du sol de jouer son rôle épurateur en complément des traitements du petit cycle de l'eau qui vous ont été présentés. Et puis quand il y a une sécheresse prolongée, surtout au mauvais moment, à la mauvaise époque, comme en ce moment au printemps, c'est-à-dire que le peu de pluie qui peut tomber
est évaporé par l'effet de la croissance végétale et ne réalimente pas les cours d'eau ni les recharges, ça veut dire que les polluants qui étaient émergents, eh bien, vont rester et se concentrer. Et donc, c'est vrai que dans les défis de l'eau, j'ai envie de dire le premier défi fondamental, c'est que l'eau est vraiment le premier marqueur du dérèglement climatique qui absorbe tout. Marc a parlé tout à l'heure de la technique d'absorption sur charbon. Et en fait, l'eau et le sol vont être le premier élément qui va absorber nos pollutions entre guillemets de terriens. Alors, c'est pas philosophique quand je dis ça, c'est juste pour orienter sur qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que je suis une éternelle optimiste de ce que vous savez maintenant de mon parcours passé. Et donc, oui, on a la chance d'avoir, comme ça a été dit, des traitements. Et donc, les traitements sont là et on est quelque part dans le curatif. On peut, dans l'infini et l'absolu, traiter toutes les pollutions. Mais est-ce la solution d'avenir pérenne? Je ne suis pas tout à fait convaincue de ça. Et donc, à un moment, comment on va rééquilibrer et redonner la place à la nature et comment on va protéger et préserver la ressource en eau parce qu'on est cyclique. Et donc, si on ne protège pas et qu'on ne préserve pas, on va être comme dans un canard. On va passer son temps à faire du traitement, du surtraitement, avec des incidences sur les boues, etc., etc. Et avec l'aléa, trop d'eau, pas assez d'eau, vous imaginez tout ça, ce que ça peut créer. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on, nous-mêmes, nous fassions notre propre mutation dans nos professions, dans nos métiers, et nous y travaillons pour aller innover au-delà du petit cycle de l'eau et faire que nos actions viennent servir le grand cycle de l'eau, c'est-à-dire protéger la ressource, au sens protéger contre une pollution, et préserver, au sens, la différence entre protéger et préserver, c'est pas juste du vocable, c'est préserver durablement pour satisfaire les besoins de nos territoires. Et donc, dans protéger, en France, nous avons cette chance, eh bien, nous avons globalement 1/3 d'eau de surface et 2/3 d'eau souterraine, dont dans les eaux souterraines, les dernières assises de l'eau qui ont été, le temps file, qui ont maintenant 4-5 ans, ont remis en évidence le besoin d'aller travailler à la protection des périmètres de captage. Nous avions un peu oublié ce qu'étaient les captages, au sens ressources. On prélevait la ressource sans se soucier, parce qu'on a les traitements derrière. Mais en fait, aujourd'hui, globalement, nous avons un peu moins de 3000 captages en France prioritaires. 10 prioritaires, c'est-à-dire qui sont essentiels à l'alimentation en eau potable du territoire. À l'intérieur de cela, vous avez à peu près 200 captages par an qui sont fermés à cause des pollutions, qui viennent obliger et contraindre de trop d'efforts, donc il vaut mieux fermer le captage face à des pollutions diffuses, notamment. Et donc, aujourd'hui, il y a une loi qui dit qu'il y a 1000 captages prioritaires qui doivent avoir des plans de gestion, de protection, pour les préserver durablement, et il y en a à peu près 500 qui ont des plans de gestion. Ça veut dire que le travail est encore devant nous. Et donc, une fois que j'ai dit ça, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire comme innovation? L'innovation, dans ce cas-là, elle n'est pas technique. Vous voyez bien. L'innovation, elle va être qu'il faut que nous travaillions à la protection des périmètres, ça veut dire à l'aménagement du foncier qui est sur ces périmètres de captage. Et donc là, je m'adresse à vous en tant que directeur de cabinet, c'est que vous voyez que finalement, vouloir protéger une ressource, ça passe par une révolution de mener une politique d'aménagement et de gestion du foncier en cohérence. Donc ça veut dire que ça nous bouscule nos habitudes, ça bouscule nos organisations administratives, puisqu'on va devoir désiloter nos approches. C'est-à-dire que dans une ville, et je ne vais pas me mettre à votre place, mais on sait bien qu'en grande majorité, les organisations on a un service d'espace vert, on a un service d'assainissement, on a un service d'aménagement, on a un service d'eau potable, on a un service de voirie. Eh bien, si on veut demain mieux protéger les ressources et mieux, donc durablement les préserver, ça voudra dire qu'il faut aussi conduire en parallèle une politique d'aménagement qui va aider à avoir une gestion du foncier qui va aller dans le sens d'aider à préserver la ressource. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental qui est devant nous, parce qu'aujourd'hui, nos modèles contractuels sur la thématique de l'eau n'y répondent pas, parce que les modèles contractuels sont centrés sur je pompe ma ressource, je la traite, je la rejette, je la retraite et je la rejette au milieu, et ainsi je fais la boucle. Donc on a vraiment un enjeu qui est devant nous,
Le premier, c'est une façon, j'ai envie de dire, de se réorganiser dans les services d'une collectivité pour faciliter des passerelles et des politiques plus transverses, et notamment la politique d'aménagement qui doit finalement mettre l'eau au cœur de son enjeu. J'ai envie de dire par analogie, sans faire de mauvaise politique politicienne à la veille du second tour présidentiel, j'ai juste envie de dire, c'est un peu comme on a mis un ministère de la transition écologique à côté, mais en fait, ça devrait irriguer tous les ministères. C'est-à-dire que c'est implicite. On doit rentrer dans une ère où on doit prendre en compte l'écologie de façon plus intégrée, au même titre qu'on doit prendre en compte le nouveau climat français plus intégré, puisqu'on a quitté et on a la saisonnalité. Et donc, d'ailleurs, le monde de l'agriculture l'a bien compris et est en train de démarrer sa mue. Donc ça, c'est vraiment le premier point le plus important, c'est innovons ensemble sur l'organisation. La deuxième, donc, c'est bien sûr de travailler le désilotage et l'impact que peut avoir une politique d'aménagement, notamment entre désimperméabiliser un espace ou le laisser imperméabiliser en fonction de son impact potentiel sur la préservation ou pas de la ressource. Parce qu'on peut vouloir faire le bien, mais si on ne désilote pas et qu'on ne met pas en perspective, eh bien finalement, ça aura servi à rien si on le fait à côté. Il faut bien mesurer si ça a un impact positif de désimperméabiliser à cet endroit-là pour faciliter une épuration du sol ou au contraire de désimperméabiliser à tel autre endroit. De la même façon, faut-il convertir des usages de foncier pour préserver les périmètres de captage ou d'autres endroits sur des zones sensibles de ressources, notamment en bord de rivière, pour éviter et limiter le ruissellement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour moi le cœur de la chose. Troisième élément, finalement, du modèle contractuel et économique. C'est-à-dire que vous voyez bien que si on veut travailler le plus près de la source, de là où vont être l'origine d'une pollution, pour éviter de trop traiter, comme ça vous a été présenté avant, et de ne pas être que dans cette logique du traitement, parce qu'à un moment, bien sûr, on peut toujours tout traiter, mais on fait que ça. C'est si on veut rééquilibrer et pouvoir rééquilibrer entre le traitement curatif et le préventif, ça veut dire qu'il y a deux éléments qui doivent être pris en compte. C'est la rémunération de l'action de prévention, et c'est la temporalité pour pouvoir mesurer la performance. Parce que la temporalité d'un traitement curatif n'a rien à voir avec la temporalité d'un traitement préventif. Je prends un exemple très concret que nous conduisons actuellement dans le nord de la France, qui fait sa conversion, par exemple de conversion foncière. Nous travaillons dans un nouveau modèle innovant avec la collectivité, avec une co-animation avec le monde agricole et la collectivité pour faire de la conversion foncière sur des périmètres de captage et ainsi redonner le temps à la nature que quand il pleut, quand il y a des lessivages, eh bien que le sol va travailler son rôle d'épuration et que les forages qui seront en dessous, progressivement, vont être moins sujets à des pollutions ponctuelles ou diffuses et donc ainsi, à terme, réduire les traitements pour produire de l'eau potable. Mais ça, vous voyez bien que ça va prendre du temps, ça peut prendre 3, 5 ou 10 ans en fonction du contexte hydro-pédo-agronomique. Et donc, ça veut dire que si on a des contrats trop courts, eh bien, on ne va pas avoir envie ni avoir cette tendance à s'engager sur ces actions plus préventives. Par analogie, c'est la même logique en France que nous avons sur les risques climatiques, notamment inondations. Quand on a une inondation aujourd'hui, finalement, on rémunère la réparation à travers le fonds Barnier et on rémunère assez mal. C'est en train doucement de changer avec l'introduction de la GEMAPI, mais ça va encore prendre du temps, de dire comment on peut rémunérer les actions de prévention. Si je vais planter plus de haies en bord de rivière, si je vais réaménager ma désimperméabilisation pour permettre que le sol et le végétal fassent son rôle épuratoire, voire reconstituer des zones humides pour faire des zones de stockage tampon, comme un très bon exemple, c'est la vallée de la Bièvre
qui depuis 30 ans n'a plus subi une seule inondation par des actions de prévention. Mais comment on rémunère ceux qui rentrent dans la prévention et pas que dans le curatif. Donc, vous voyez que ça nous bouscule dans nos modèles habituels, quitter le monde du linéaire vers le monde du circulaire, traiter, rémunérer l'action de la prévention face à l'action du curatif, trouver ensemble des nouveaux indicateurs de performance pour aller justement travailler à l'engagement de performance, à la prise de risque pour ça, et parce que c'est ça qui a une valeur pour les territoires. Et puis, jouer plus de transversalité dans nos organisations, de façon à bien être dans cette intégration, parce que l'eau, finalement, est au cœur du territoire. Et donc, j'ai envie de dire, par un exemple un peu d'analogie, arrêtons de penser un architecte paysagiste au cœur de la ville qui va vous faire un super parc de jardin, mais qui le pense au mauvais endroit parce qu'il n'a pas d'impact pour aider, si on a une zone d'inondation, pour stocker temporairement un trop d'eau, pour préserver le cours d'eau qui va être au milieu de la ville, mais qui va derrière alimenter une prise d'eau et qui aura embarqué avec lui finalement tous les polluants qui ont été décrits avant, les micropolluants, les macropolluants, les nouveaux polluants, j'en passe et des meilleurs, avec en plus, in fine, un risque d'embarquement d'un nouveau fléau qui est devant nous aussi, qui lui est visible, c'est-à-dire qu'on a aussi parlé du monde de l'invisible, mais aussi le monde du visible, qui est le macro-déchet, qui est embarqué à chaque fois qu'on a des à-coups climatiques et que l'on va retrouver à l'entrée de nos stations de traitement d'eau ou d'épuration. Donc, voilà ce que je voulais vous partager en quelques minutes pour voilà, surtout susciter la discussion. Et j'ai volontairement pas voulu être trop dans la technique du traitement pour compléter mes partenaires sur cette présentation en trio pour faire la boucle de l'économie circulaire et donc du cycle de l'eau, Grégory. Merci Marie-Christine. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Christine. Vous nous avez un peu, et tant mieux, bousculé sur cette dernière partie de l'intervention et sur la force politique que doivent avoir nos territoires, nos élus et forcément les services qui les accompagnent sur cette, j'ai envie de dire, cette dualité entre l'aménagement du territoire et la question du cycle de l'eau. Par expérience, sur les dernières années, et pour ouvrir ce débat, vous parliez à l'instant des architectes paysagistes qui viennent nous présenter dans les beaux programmes avec promoteurs dans les territoires de très belles choses. Et puis, quand on essaie de les confronter au réel, on est très vite secoué par la technique. Ils savent, ils sont sachants, ils sont ingénieurs, ils sont architectes, et nous, on ne sait pas et on ne vit pas dans nos territoires. Et c'est tout le paradoxe qu'on a à intervenir sur ces sujets-là, encore que maintenant, nos services sont bien en alerte sur ces sujets où nous mettons le curseur et où est la bonne place. Voilà. Et ouvrons le débat alors avec nos collègues à qui forcément ça doit parler. Oui. Co-président. Oui, moi je suis donc DIRCAP sur une interco qui a beaucoup d'eau et qui a dans sa baie des algues vertes, n'est-ce pas, puisque c'est la baie de Saint-Brieuc qui est très connue pour cela. Ce que je voulais revenir, c'est qu'effectivement, au niveau des intercos, on arrive à faire de la transversalité un peu plus facilement que dans les communes. Mais c'est vrai que, aussi parce qu'on a récupéré de fait la pleine compétence sur l'eau. Donc, c'est nous qui gérons toute la problématique, le cycle de l'eau. Mais c'est vrai que par les intercos, qui par définition mettent les gens à travailler ensemble, les communes, les maires, les services aussi commencent à travailler ensemble et à s'organiser et de faire en sorte que donc toute la problématique de l'eau et de l'écologie en général, mais enfin de la problématique de l'eau soit vue transversalement par l'ensemble des services. Et je crois que c'est pas encore fait, c'est pas complètement entré dans les mœurs, si je puis dire, et ça doit être développé parce que je suis bien d'accord avec vous, si on n'a pas une vision plus globale, si on reste isolé, enfin,
si on reste dans son silo, on génère des problèmes au silo d'à côté, etc. Bon, c'est particulièrement vrai, comme disait Grégory, aussi quand on a les projets qui arrivent d'architectes, etc., où tout est bien ficelé, mais ça ne se parle pas les uns les autres, quoi. Donc, je crois qu'il y a un véritable enjeu, et j'en suis parfaitement d'accord avec vous. Bien, y a-t-il d'autres oui, interventions? J'avais une question plus technique, peut-être, c'était sur l'histoire des boues, là, où on parle de 2023 puis de 2027. Mais si j'ai bien compris, ça voudrait dire qu'en 2027, tout sera obligatoire. Et donc, ça supposerait la transformation de tous les outils et des investissements imposés aux collectivités qui viendraient pour qu'on puisse réutiliser les boues, du moins. Ce qui se profile à horizon 2027, a priori, ne veut pas dire que la totalité des boues qui vont au sol ne pourront plus y aller. Par contre, si le champ de contrainte est plutôt dans la fourchette haute qui est posée sur la table aujourd'hui, mais encore une fois, qui n'est pas décidé, oui, le volume de boue qui sera impacté par l'impossibilité de retourner au sol va nécessiter d'ouvrir des schémas alternatifs. On a tous en tête que les boues, c'est à la fois un fertilisant, mais c'est aussi un matériau susceptible de produire de l'énergie. Donc, quand on utilise la matière organique qui est contenue dans ces boues, on peut produire une quantité de biogaz, puis le transformer en biométhane, qui sont plus significatifs que ce qu'on imagine. Aujourd'hui, la part, je ne sais pas si Marie-Christine ou Marc, vous avez les chiffres, mais la part du biométhane issu de boue dans le portefeuille des énergies renouvelables produites en France, ce n'est pas négligeable, c'est quelque chose qui se voit. Et donc, il y a ces schémas alternatifs. Après, quand on produit du biométhane à partir de boue, il n'empêche que derrière, on a encore un produit qui s'appelle le digestat, donc ce qui sort, le nouveau produit qui a été méthanisé, il existe encore. Et donc, si le retour au sol n'est plus possible, effectivement, là, il va falloir imaginer un traitement final différent. Et les pistes qui existent se tournent autour du sujet de valorisation énergétique, sous forme du VE, sous forme de schémas ou d'outils, de toute façon dans le domaine de la combustion, qui peut être imaginé aussi en synergie avec les UVE déchets. Donc, c'est une autre manière de faire. Et on sait aussi, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des sites, des petits sites de traitement qui produisent malgré tout des boues, qui aujourd'hui sont extrêmement nombreux sur le territoire français. On a tous en tête qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de stations d'épuration en France. En tête une quinzaine de mille. Non, là où les retours au sol ne sera plus possible, est-il finalement raisonnable ou pertinent de maintenir cette quantité de petits sites de production, alors que si on est amené à faire un traitement plus poussé, on aura tendance à privilégier le regroupement sur un seul site ou maximiser ce regroupement pour avoir une taille critique en termes de volume de boue qui permet de mieux adresser un potentiel investissement pour ce traitement final. Donc, beaucoup de questions. Il y a un peu de temps aussi, puis à voir aussi la sévérité, enfin, on va dire le degré de contrainte de ce futur décret pour lequel il y a encore des discussions. On a autour de nous en Europe certains pays qui
qui depuis longtemps ont banni le retour au sol. Pour faire simple, les pays du Nord sont plutôt sans retour au sol, les pays du sud de l'Europe avec retour au sol. Après, l'intérêt du décret est aussi de fiabiliser, de rendre quelque part bien plus encadré qu'aujourd'hui, quand cela est possible, ce retour au sol. Et donc, ça, c'est aussi un élément, si on veut le regarder par un autre prisme, qui est un générateur de confiance sur la filière. Juste peut-être un complément, sans vouloir monopoliser, c'est que vous voyez bien que finalement, on va basculer dans deux scénarios possibles. Est-ce qu'on continue à faire du traitement, sachant que les pollutions vont continuer, puisqu'on est dans une logique anthropique de la France, ou est-ce qu'à un moment, on va, si on veut permettre ce retour au sol, qui est un peu, quelque part aussi, une des philosophies de cette réglementation, c'est un peu bousculé par la contrainte, de rééquilibrer, ça veut dire qu'à un moment, comment on ferme le robinet, si je puis dire, à la source des nouveaux polluants pour s'autoriser et se garder cette chance de la valeur ajoutée du retour au sol de la matière boue, qui est de la matière organique, dont les sols ont besoin parce qu'on manque d'éléments fertilisants. Et la France, on sait bien que, et notamment les agriculteurs le savent très bien, c'est que l'achat des intrants de synthèse sont achetés à l'étranger, sont de plus en plus chers, pèsent beaucoup sur leurs charges. Et donc, si on peut être autonome, si je puis dire, la France sert la France, sans faire à nouveau mauvaise politique, mais j'ai envie de dire, on a cette chance quand même en France d'avoir des espaces, encore une densité au sol un peu plus extensive, une agriculture de plein champ de qualité, même si effectivement on peut toujours remettre en cause les deux agricultures, l'une plus bio, l'autre plus industrielle, mais l'une elle est pour l'exportation et l'autre elle est pour la France, enfin en simplifiant un petit peu. On voit bien que là on a un atout français dans nos territoires, chaque territoire ayant sa propre signature de santé à travers l'eau, c'est-à-dire est-ce que, entre guillemets, excusez-moi l'expression, est-ce que je suis plus ou moins sur un territoire plutôt sain ou plutôt pollué, et donc comment je travaille finalement cette santé dans la durée pour pouvoir créer ces boucles de ressourcement, si je puis dire. Et donc, on voit bien que si on ne rééquilibre pas dans le préventif à un moment d'aller chercher à la source, de couper le robinet au plus près de la source de pollution potentielle, à un moment, on va tout le temps être dans le traitement avec le risque évoqué Pascal, à un moment, on va être obligé de changer, la voie finale d'utilisation. Il y a une demande de prise de parole, je vois une main levée. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour, Claude Ribiras. Donc, je remercie M. Gourand de m'avoir permis de participer à votre séminaire. J'aimerais remercier de la qualité les trois intervenants qui m'ont permis d'apprendre certaines choses. Je dirais que les deux premiers me font très peur, dans le sens où vous n'en avez pas parlé, mais il faut rajouter un prix de l'eau qui est déjà élevé. Il va falloir encore rajouter quelque chose, puisqu'on est, je dirais, dans le surtraitement, dans la surqualité. Donc, j'apprécie beaucoup la troisième intervention avec qui je me retrouve énormément, où c'est bien de faire de la qualité, mais revenons aux fondamentaux et revenons à la préservation. Je dirais un autre exemple qui me fait dire ça, c'est le remembrement qu'on a mis en l'air toutes nos campagnes dans les années 60, et depuis des dizaines d'années, on refait marche arrière, on replante les talus, on replante des arbres, on revient en b.a.-ba. On a parlé tout à l'heure de la GEMAPI, ben oui, la GEMAPI, on revient aussi au b.a.-ba. Donc, j'apprécie beaucoup de ces troisièmes interventions, parce que je crois que le fait, il est là, on parle beaucoup de biodiversité, on parle beaucoup de zones humides, et ben oui, c'est aujourd'hui de s'attaquer à ça avant de partir dans les surqualités.
je pense que la limite de la technologie, de toute façon, évoluant, il faudra toujours traiter plus. On le voit bien aujourd'hui dans l'eau potable, avec les métabolites qui arrivent. On nous demande, la plupart de nos stations d'eau potable ne répondent pas aux normes. Donc, il va falloir encore investir. Et là, donc, les décrets qui nous ont été présentés qui sortent, également dans le charbon actif, il va falloir investir dans les stations d'épuration. Donc, c'est une chaîne sans fin. Donc, en parallèle, ouais, j'apprécie beaucoup de ces troisièmes interventions et je pense qu'il y a un gros travail à faire. De plus, on n'en a pas parlé, mais nos fameux réseaux d'assainissement, vous le savez bien, ils ne sont pas en bon état. On n'en remplace que 0,4% en France, alors qu'il faudrait en remplacer 1%. Donc, là aussi, nos réseaux étanches, ils n'y sont pas. Donc, vous voyez tout ce qui se mesure à nous. Donc, oui, je pense que l'équilibre, il est de travailler sur cela. Et pour parler de transversalité, à petite échelle, M. Gourand aurait pu en parler, on vient de mettre en place au niveau de notre agglomération, pour parler beaucoup plus de transversalité, une autorité organisatrice de l'eau et de l'assainissement. Il y en a très peu en France. C'est obligatoire dans le domaine des transports et je trouve que c'est une très bonne chose que ça se mette en œuvre dans les collectivités qui favorisera cette transversalité et cette problématique d'approche globale. Merci. Merci, M. Ribeiras. Marc, tu voulais réagir? Ton micro, Marc, s'il te plaît. Ton micro. Voilà. Voilà, pardon. Oui, je voulais répondre donc à la troisième présentation, une réaction plutôt à la troisième présentation et à l'intervention à l'instant. On est citoyen d'abord, hein, avant d'être traiteur d'eau, et on sait très bien que le meilleur déchet, c'est celui le plus compliqué à éliminer, c'est celui qu'on ne produit pas. Et ça va pour tous les déchets ou tous les polluants. Ça va aussi pour les médicaments. Et on sait très bien que c'est sur toute la chaîne qu'il faut agir, à commencer par le consommateur, mais même à commencer par l'industriel, l'industrie pharmaceutique. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, pour avoir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament en France, il y a des mesures d'écotoxicité qui sont demandées. Donc, on demande que le médicament qui est mis sur le marché aujourd'hui, et depuis 6 ans, je crois, ait passé une épreuve d'écotoxicité sur l'environnement. Donc, on demande que les médicaments ne soient pas toxiques sur l'environnement. Le problème, c'est que tous les médicaments antérieurs à 2016, je crois, n'ont pas cette épreuve d'écotoxicité. Mais je vous rejoins sur le fait que c'est toute la chaîne de consommation qui est concernée. Alors que ce soit pour les micropolluants comme pour les macropolluants, je suis tout à fait d'accord. Évidemment que plus on va générer de plastique, plus on va les retrouver sur nos voiries, plus on va les retrouver dans les réseaux de pluviales et au final sur les plages, et etc. Mais malheureusement, je suis désolé, il faut agir sur toute la chaîne et également, on ne peut pas s'empêcher d'agir sur les chaînes de traitement des eaux, qu'elles soient d'eau potable ou d'eau usée, parce qu'on n'arrivera pas à tout capter, vu les flux qui sont générés par nos activités humaines. Merci Marc. On imagine bien et on voit dans nos territoires la complexité qu'il y a à traiter ces sujets-là et finalement la pression populaire ou du citoyen qui, d'un côté, nous oblige, et tant mieux, à ce que la qualité de l'eau soit suivie, les installations nouvelles puissent leur garantir en tant que consommateurs, notamment en tant que contribuables, d'avoir la meilleure eau possible. Et quand il s'agit, dans certains territoires, d'y faire les installations nécessaires, d'avoir les centres de retraitement, etc., c'est aussi ce même sujet sur la question des déchets, que je connais plus que la question de l'eau. On voit la pression populaire qui peut se faire jour. Et tout à l'heure, quelqu'un, je crois que c'est M. Ribeiras, parlait de la question du prix et de l'augmentation strictement nécessaire de la question du prix de l'eau. On voit bien, au-delà de la période que nous traversons tous, du pouvoir d'achat, que ces sujets-là sont, pour les élus, une question irrésolvable, j'ai envie de dire.
J'ajoute peut-être juste un petit mot sur les pollutions. Un certain nombre d'entre elles, parce que c'est effectivement la première question qu'on pose sur la présence d'éléments traces métalliques dans les boues, mais comment on peut faire et comment on fait pour limiter ou supprimer ces rejets qui sont véhiculés par les réseaux d'assainissement. Un certain nombre de ces éléments traces sont d'origine diffuse. Il n'y a pas une réponse qui dit c'est les 2 robinets qu'il faut fermer, ils se situent à cet endroit-là et à cet endroit-là. Il y a un certain nombre de composés qui arrivent par les lessivages des routes, par le lessivage de l'air, qui sont clairement diffus et avec lesquels on ne va pas trouver de manière très immédiate et radicale une réduction drastique à l'entrée. Donc, l'adressage en sortie sur la partie traitement ou dans le sous-produit qui sera consécutif à ce traitement, la question se pose malgré tout. Il continuera de se poser. Ça ne veut pas dire que la solution, c'est toujours plus de techno et toujours plus et toujours plus, mais bien posé. Et c'est pour ça que dans ce que j'ai pu dire, j'ai parlé beaucoup comme préalable du diagnostic et de poser les différents scénarios de possibilités qui s'ouvrent à horizon 50, 10 ans à la collectivité en fonction de ce diagnostic, mais aussi un certain nombre d'objectifs, rappelant par ailleurs que les boues pouvant être aussi, au-delà d'une valeur ajoutée agronomique, peuvent aussi représenter une valeur ajoutée énergétique. Donc, c'est cet équilibre. En tout cas, un sujet qui est probablement qui est à reposer et à remettre parmi les sujets importants du moment qui touchent, comme celui de la ressource évoqué par Marie-Christine, comme prioritaire du moment. J'ajouterais que sur le sujet de la ressource, beaucoup de collectivités aussi travaillent sur l'usage. Une des manières de limiter la pression de cette ressource, c'est aussi de faire un usage peut-être plus raisonné de cette eau, que ce soit particulier, artisan, commerçant ou industriel, agriculteur. Donc, cette question de l'usage est aussi au cœur de beaucoup de réflexions, avec d'ailleurs des questions ou des expressions de besoin de certaines collectivités dès aujourd'hui, qui sont assez disruptives par rapport à tout ce qu'on a pu avoir depuis 10 ans. Avec des objectifs de réduction, des objectifs engageants, avec du concret, une méthode, des actions qui sont extrêmement diverses, visant à réduire le prélèvement de la ressource en eau. Et pas en jouant simplement sur les fuites ou en jouant sur les pertes en eau, mais aussi en travaillant sur les usages. Monsieur Mazouni, je crois. Mazouni, c'est ça. Je ne connais pas votre prénom. Oui, Fabrice Mazouni, merci. Dunkerque. Dunkerque. Oui. Très rapidement, je voulais, merci d'ailleurs pour la qualité des interventions et des thématiques soulevées. Je voulais juste apporter quelques réflexions et quelques outils. Je rejoins parfaitement tout ce qui a été dit. En matière d'urbanisme, oui, les documents d'urbanisme doivent intégrer maintenant une gestion parfaitement définie de l'eau dans la ville. C'est une évidence et ça a été dit. Oui, comme ça a été précisé, pour réduire la pression sur la ressource, il y a des outils, il y a notamment la tarification sociale de l'eau qui peut permettre de disposer donc de tarification dédiée. Sur le Dunkerquois, nous avons mis en place la tarification dite éco-solidaire qui permet de disposer d'un tarif très faible jusqu'à un niveau annuel de consommation de 0 à 80, un tarif plus élevé de 80 à 200, et au-delà de 200 mètres cubes consommés par an par un foyer, eh bien, le tarif est plus élevé.
Et donc, ça a porté ses fruits puisque la pression a été considérablement diminuée, moins 25% en 12 ans. Il y a des outils de gestion de la ressource, hein, pour parler de l'eau potable, la gestion active de la nappe avec la réalimentation forcée de la nappe lorsque le territoire ne bénéficie plus assez de végétation, de flore qui permet de ralentir, retenir les eaux pluviales et faire en sorte que les nappes se rechargent suffisamment. Eh bien, pour notre territoire, nous avons mis en place une infiltration, un système avec un bassin d'infiltration forcé de la nappe. Donc, les eaux sont collectées, prélevées et réinfiltrées par un bassin, par le biais d'un bassin dédié. Nous avons effectivement aussi un travail à mener avec les territoires, les différents acteurs de ces territoires, avec le monde agricole, et ça a été dit, ils sont bien sûr porteurs d'intrants qui impactent la qualité de l'eau. Et bien pour cela, il existe maintenant la mise en œuvre de dialogues territoriaux, la mise en œuvre de PES, le paiement pour services environnementaux, tout cela en collaboration avec l'Agence de l'eau, hein, qui peut soutenir ce type de démarche et faire en sorte que sur un territoire donné, eh bien, le monde agricole puisse être le partenaire pour préserver la qualité de l'eau potable. Et pour ce qui concerne l'assainissement, on a largement parlé, et effectivement, les micropolluants sont une source d'inquiétude, mais on peut aussi développer l'économie circulaire de l'eau avec aujourd'hui, les décrets sont sortis, les textes le permettent, avec la réutilisation des eaux sorties de nos stations d'épuration pour faire en sorte que ces volumes d'eau douce, traitées, qui ont coûté pour que ces eaux soient justement traitées, eh bien, puissent être revalorisées, réintégrées dans le circuit de consommation, préservant ainsi la ressource d'une trop grosse pression. Voilà, je voulais juste apporter quelques éclairages complémentaires avec notamment ces différents outils qui se développent et qui permettent au territoire d'œuvrer pour la qualité de l'eau et sa préservation. Merci à vous. Il est 12 heures passées de 8 minutes. Y a-t-il... Marie-Christine, vous vouliez reprendre la parole peut-être? Ah non, j'ai cru voir une main se balader. Y a-t-il C'est Nicolas qui disait au revoir, mon collègue. Ah, d'accord. Co-président, mot de conclusion? Alors, le mot de conclusion, s'il peut y avoir une conclusion. Conclusion pour ce matin. Pour ce matin, moi, je vous remercie les intervenants et les intervenants aussi dans le débat qui ont apporté quelques éléments supplémentaires. Moi, ce que j'en retiens, c'est que le problème de l'eau est vraiment très complexe, quoi. Enfin, je veux dire, on le savait, mais c'est important de le toucher du doigt, si je puis dire, de voir la complexité du traitement de ce sujet, du grand cycle de l'eau, avec tout ce qui va avec. Pour moi, ça a été positif. J'espère que ça aura été positif pour tous, y compris pour les intervenants. C'est aussi un petit exercice, parce que ça peut se reproduire. C'est peut-être un petit format qui pourrait vous intéresser de refaire avec d'autres partenaires, je veux dire. Et donc, voilà, je suis plus... Alors, je redis bien que ça va être sur le site et que ce sera diffusé en général. Là, il n'y avait pas quand même énormément de participants, mais en général, par la suite, nos adhérents ont l'habitude de venir consulter, de venir écouter nos enregistrements, ce qui fait que pour nos intervenants, on pourra leur dire aussi la diffusion qui s'en suivra par la suite. Voilà. Merci en tout cas à tout le monde. Yasmine. Juste pour rappeler, merci encore à l'ensemble des intervenants, intervenantes. Juste pour rappeler notre prochain webinaire
qui sera sur la question de l'alimentation au sein de la restauration scolaire collective. Donc, encore un sujet qui est au cœur en fait aussi de notre métier de directeur, directrice de cabinet. Et vous rappelez également aussi bien à nos collègues et à nos partenaires notre séminaire de début d'été, donc le 29-30 juillet, 1er août. Voilà, donc vous avez déjà dû recevoir une demande de réserver vos dates, mais voilà, ça sera un événement qui nous permettra surtout de nous retrouver, d'échanger ensemble et toujours également autour de sujets d'actualité. Voilà. N'hésitez pas, donc pour nos collègues, n'hésitez pas vous recevrez, sur le site internet, vous aurez accès donc au webinaire, et n'hésitez pas également à le transférer, en tout cas à échanger avec vos collègues qui ne seraient pas encore adhérents afin de les inciter à nous rejoindre. Et puis, je pense que Géraldine le mettra d'ici quelques heures. Tout à fait. Yasmine, ce n'est pas fin juillet, c'est fin juin le séminaire. Pardon, fin juin. C'est les 1er et 2 juillet. En fait, fin juin, début juillet. C'est à l'autre bout du mois. Mais mes vacances étant en août, je crois que j'ai voulu effacer le mois de juillet. Donc, merci à tous. Bonne fin de journée et au plaisir de se recontacter et de poursuivre nos partenariats, évidemment. Merci à tous. Merci. Au revoir. Ouais, Merci bien. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.